Dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, il y avait un article très intéressant, puis c'est un truc que vous êtes peut-être au courant. Québec facilitera l'hospitalisation forcée des gens qui, tout à coup, sont en pris d'un problème de santé mentale. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les modifications dans la loi? On va en parler avec le docteur Maxime Dussault-Laurando. Salut, Maxime. Bonjour. Ça va? C'est bien vous-même? Ben oui, absolument. Maxime, écoute, la grosse différence, je vais te lancer là-dessus tout de suite, c'est qu'avant, il fallait, pour pouvoir faire une intervention, si tu veux, puis forcer quelqu'un à être, si tu veux, soit que la police intervienne, etc., et de ne pas avoir son libre arbitre à dire non, 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 je refuse les soins ou peu importe, il fallait que l'intervention souligne un danger grave et immédiat. Le critère est désormais élargi, on le lit dans l'article du Journal de Montréal. La loi permet d'intervenir lorsque le risque est raisonnablement prévisible. Peux-tu nous donner le détail de ça? Ben, vous l'avez bien dit, en fait, c'est-à-dire que pour transporter quelqu'un à l'hôpital contre son gré, là, présentement, ce qui est requis, c'est d'avoir un danger grave et immédiat. La loi, là, quand va entrer en vigueur, va changer ça, dans le fond, enlever le caractère immédiat du danger. Ça posait problème à plusieurs égards parce que fallait à toute fin pratique attendre que le danger se matérialise là, avant que quelqu'un puisse être amené à l'hôpital. Quand on parle de danger immédiat, là, c'est dans les secondes. Il est en crise ici maintenant, là. C'est ça. Alors que là, ça permet d'intervenir un petit peu plus en amont quand quelqu'un va avoir un état mental perturbé, est en proie à un trouble de santé mentale comme une psychose ou est en perte de contact avec la réalité. Il n'est pas nécessairement agressif au moment où on se parle, mais qu'il y a un risque raisonnable de penser que l'état va se détériorer. Et donc, auparavant, dans le fond, les familles avaient un petit peu le fardeau de souvent appeler les services d'urgence, mais donc comme si la personne n'était pas suffisamment dangereuse, les policiers devaient repartir. Puis là, la famille devait aller chercher une ordonnance de la cour pour faire amener la personne à l'hôpital. Et donc ça faisait en sorte que il pouvait se détériorer, la personne pouvait se détériorer pendant ce temps-là, puis ça pouvait même donner lieu à des situations où carrément un déni de soins là, pour la personne, ou dans certains cas même des situations tragiques là, qui sont survenues dans ces intervalles-là. Donc c'est une des grosses différences avec la nouvelle loi, en effet. Puis ensuite, bien évidemment, une fois que la personne est amenée à l'hôpital, pour la garder à l'hôpital contre son gré, les balises demeurent, à savoir que ça prend une ordonnance du tribunal pour garder une personne au-delà de quelques jours. Là. Donc ça va demeurer, mais les procédures vont être simplifiées en ce sens que auparavant, ça demandait une ordonnance également du tribunal. Il fallait que l'hôpital aille chercher une ordonnance de la cour pour évaluer la personne. Ouais. Donc, la personne arrivait à l'hôpital, il fallait aller chercher une première ordonnance de la cour, puis là, ça permettait de l'évaluer. Puis ensuite, si l'hôpital pensait que la personne devait rester à l'hôpital, ben là, il fallait retourner au tribunal une deuxième fois. Donc là, ce que la nouvelle loi va faire, c'est que, il y a encore cette espèce cette garantie pour protéger les droits des personnes. Évidemment que c'est un tribunal qui va décider si la personne doit rester à l'hôpital ou pas, mais l'hôpital va quand même pouvoir évaluer la personne quand elle arrive. Là. Donc, il y a comme un fonctionnement plus efficace là, qui est proposé dans cette loi-là. J'ai une question pour vous. Est-ce que le fait qu'on implique un tribunal comme ça, quel impact ça va avoir sur les délais? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose que la décision, elle va se prendre rapidement tout de suite pour que les choses se passent et restent contraintes rapidement, ou ça va causer des délais? En fait, actuellement, dans le fond, c'est la Cour du Québec qui gère ça. Donc, c'est un tribunal judiciaire. Là, donc, les patients font affaire avec... donc, sont amenés carrément au palais de justice. Là. À l'heure où on se parle, à tous les jours, dans les hôpitaux du Québec, il y a des patients qui font la navette entre les hôpitaux puis les palais de justice pour des ordonnances de garde. Donc, ordonnance d'évaluation dans un premier temps, puis ordonnance de garde. Donc ça, c'est l'état des lieux actuel. Donc, ce que la nouvelle loi va faire, dans le fond, c'est faire en sorte que ça va être un tribunal administratif qui va entendre ces causes-là. OK. Et comme je le disais, là, donc il y a une étape qui saute, qui est l'ordonnance d'évaluation. Fait que dans les faits, les gens vont avoir accès plus rapidement à des soins. Là. C'est-à-dire qu'il va y avoir moins de va-et-vient judiciaire. Le tribunal administratif, normalement, c'est à l'hôpital que c'est entendu plutôt qu'au palais de justice. Donc, c'est plus digne pour les personnes de ne pas avoir à se déplacer dans un palais de justice. Il y a des gens qui ont besoin de soins, qui sont en crise,
pas vraiment d'affaires dans les couloirs de palais de justice. Puis d'un autre côté, ben, c'est une étape qui est importante, comme je le disais tantôt, dans la protection des droits des personnes, là, évidemment. Donc, c'est simplement de rendre ça plus adapté aux besoins de ces gens-là, qui est un besoin de soins avant tout, là. Donc, pour répondre à la question des délais, non, au contraire, ça va être plus efficace avec la nouvelle mouture. Bon, tant mieux. Maxime Dussault-Lorando, t'es psychiatre. Est-ce que t'as des témoignages à me faire de trucs que t'as vécu ou est-ce que tu disais ça n'a aucun sens que cette personne-là, je suis témoin qu'elle peut pas juger elle-même? As-tu un exemple ou un ou deux exemples d'une situation que tu as vécue puis que tu avais les mains liées parce que l'ancienne loi te permettait pas de rien faire par rapport à quelqu'un qui manifestement pouvait pas juste retourner dans la rue? Bien, plusieurs, en fait, à chaque semaine, moi je vois des situations, je travaille avec des jeunes adultes qui sont atteints de psychose, des premiers épisodes psychotiques, puis on travaille avec des familles beaucoup qui nous appellent, qui nous interpellent. Mon jeune, il va moins bien, il prend plus ses médicaments, il parle tout seul, il entend des voix, il se lave plus, il sort plus de sa chambre, il est plus lui-même, il est bizarre, on a un peu peur de lui, mais on a appelé la police, ils n'ont pas voulu l'amener à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? Puis on accompagne ces familles-là à la cour pour faire... donc, c'est quelque chose de très traumatique là, pour ces familles-là de devoir aller chercher une ordonnance de la cour puis de se positionner, entre guillemets, contre leurs jeunes, alors que tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils reçoivent des soins, tu sais. Là, c'est évidemment, c'est des situations où c'est des patients qui sont en proie à des troubles psychiatriques sévères, là, de la psychose, c'est une perte de contact avec la réalité. Là, souvent, ces gens-là, ces troubles-là causent un déni, dans le fond. On appelle ça de l'anosognosie, là, c'est-à-dire que la personne, elle reconnaît pas qu'elle est malade. Donc, ça fait que les gens, évidemment, si je vous dis, venez vous faire soigner, mais que vous pensez pas que vous êtes malade, c'est évident que ça vous fin de l'histoire, là. Ouais. C'est ça. Donc c'est ça à quoi on est confronté tout le temps. Ben, les familles avant toute chose. Et puis donc, oui, là, des exemples comme ça, on en a tous les jours, là. 13 à 12 ans, comme on dit. Petite question par rapport à au refus de traitement. Est-ce qu'il y a une disposition qui change? Est-ce que des gens peuvent refuser le traitement dans ces cas-là? Est-ce que des patients peuvent parler? Est-ce que la famille peut parler? Y a-t-il quelque chose qui change à ce niveau-là? Comment c'était? Comment c'est maintenant? Donc, simplement, une ordonnance de garde en établissement actuellement, puis dans la nouvelle mouture, ça permet simplement de garder la personne à l'hôpital, mais pas de lui offrir des soins, des médicaments contre le gré. Ça, c'est une procédure qui est différente. Ça s'appelle une ordonnance de soins. Fait que quelqu'un qui est inapte, là, qui a besoin de soins, mais qui ne croit pas être malade, il faut aller chercher une ordonnance. Maintenant, c'est la Cour supérieure actuellement qui lui donne ces ordonnances-là. Ça prend souvent des semaines, voire des mois avant d'avoir une audience. Fait qu'on a des gens là actuellement qui sont hospitalisés contre leur gré dans des hôpitaux, mais qui ne reçoivent pas de médicaments parce qu'ils les refusent. Tu sais, toute personne n'a pas de soins. Mais c'est sûr que si vous avez une maladie que vous ne reconnaissez pas avoir puis que vous avez absolument besoin de soins, bon, le tribunal peut ordonner des soins. C'est juste qu'en ce moment, c'est ça, comme je le disais, il y a des gros délais. Puis c'est pas la même cour qui entend ces causes-là, c'est la Cour supérieure. Là, dans la nouvelle loi, dans le fond, ça va être la même section du tribunal administratif qui va entendre à la fois les hospitalisations contre le gré, les gardes en établissement et les causes de soins, de traitement contre le gré. Fait que ça va être au lieu de travailler en silo, d'avoir tout en même temps, on va régler ces questions-là. Ben c'est ça, puis ça va être la même instance un peu, entre guillemets, spécialisée, un tribunal administratif qui va pouvoir se poser ces questions-là. Tu sais, les critères sont pas les mêmes là, pour le traitement, c'est pas une question de dangerosité, c'est une question d'inaptitude, puis que la personne refuse catégoriquement. Mais là, c'est ça. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une volonté de rendre ça plus fonctionnel, au plus grand bénéfice des patients pour que les gens aient accès à des soins adéquats en temps opportun, là. Docteur Maxime Dussault-Lorando, psychiatre. Merci beaucoup, c'était très éclairant. C'est moi qui vous remercie. Bon après-midi. Salut.